Le 14 août 1827, dans les plantations de riz de Charleston, Caroline du Sud, un propriétaire nommé Josiah Crane a été retrouvé mort dans sa bibliothèque. Son crâne était si complètement écrasé que les médecins ont rapporté des fragments d'os incrustés dans le bureau en acajou, à 2 mètres de distance. Le rapport du coroner décrivait des blessures causées par des mains d'une taille et d'une force extraordinaire, dépassant les capacités humaines normales. La seule suspecte était une femme qui mesurait 2 mètres de haut, pesait plus de 110 kilos de muscles et qui avait disparu dans la nuit d'août sans laisser de traces. Pendant près de 2 siècles, les historiens ont débattu si Sarah Drummond avait réellement existé ou si elle n'était qu'une légende. Mais les dossiers médicaux, les documents de vente et les témoignages suggèrent quelque chose de bien plus troublant. Elle était absolument réelle et que ce qui s'est passé cette nuit-là était la conclusion inévitable d'une horreur qui se préparait depuis des années. Si vous êtes fasciné par les mystères historiques qui brouillent la frontière entre faits et légendes, abonnez-vous maintenant et laissez un commentaire pour me dire de quel pays vous nous écoutez maintenant. Revenons là où ce cauchemar a vraiment commencé. Et l'histoire de Sarah Drummond ne commence pas par la violence. Elle commence par l'argent. Au printemps 1823, Charleston connaissait, elle, de ses saisons commerciales les plus actives. Des navires arrivaient chaque semaine des Caraïbes, d'Afrique, de Virginie, tous transportant une cargaison humaine à vendre. Charleston était le cœur battant du commerce d'esclaves dans le sud américain. Les plantations de riz étaient particulièrement brutales. La culture exigeait que les travailleurs restent debout dans l'eau pendant des heures dans des marécages infestés de moustiques, de serpents et des alligators. Le taux de mortalité était stupéfiant. Près de 30% mouraient au cours de leur première année. Les propriétaires avaient constamment besoin d'acheter de nouveaux travailleurs pour remplacer ceux qui périssaient. En mars 1823, un marchand nommé Caleb Rutherford arriva à Charleston avec 37 personnes. Parmi elles, se trouvait une jeune femme d'environ 20 ans qui attira immédiatement l'attention. Elle était énorme. Les registres la décrivent comme mesurant près de 2,10 mètres, avec une musculature inhabituelle. Ses mains étaient si grandes qu'elle pouvait s'enrouler entièrement autour de la tête d'un homme. Son nom était Sarah. Après les archives, elle souffrait probablement de gigantisme hypophysaire, un trouble rare causé par un excès d'hormones de croissance. Dans les années 1820, cette condition n'était pas comprise. Pour les gens qui la voyaient, Sarah était simplement une bizarrerie de la nature, une curiosité très précieuse. La vente aux enchères eut lieu un mardi matin humide. La maison d'enchères était bondée. Lorsque Sarah fut amenée sur l'estrade, enchaînée, un murmure parcourut la foule. Elle se tenait une tête entière, plus haute que le commissaire-priseur qui avait mené des milliers de ventes. Mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Les enchères commencèrent à $400. En minutes, elles grimpèrent à 800, puis $1000. Et l'enchère gagnante vint d'un homme nommé Josiah Crane, qui paya $1300. C'était un des prix les plus élevés jamais enregistrés pour une personne réduite en esclavage à Charleston. Cette année-là, Crane possédait une plantation de riz appelée Marsh Bend, située à 30 km au sud-ouest de Charleston. Il avait 42 ans, était veuf et avait la réputation d'être un homme qui dirigeait sa plantation une main de fer. Alors que Sarah était emmenée, un collier de cuir marqué de la propriété de Crane autour de son cou, une vieille femme noire libre dans la foule aurait dit: «
Cet homme vient d'acheter sa propre mort. À Marsh Bend, Sarah fut assignée à une cabane qu'elle devait partager avec 5 autres femmes. Mais Crane, elle, n'avait pas payé 1300 $ pour qu'elle travaille simplement dans les champs. Il avait autre chose en tête. Dès la première semaine, Crane commença à exhiber Sarah aux visiteurs. Il invitait les planteurs voisins et les marchands spécifiquement pour voir l'esclave géante. Sarah était obligée de démontrer sa taille et sa force. Soulever des barils de riz, des enclumes en fer, même des porcs adultes. Crane se tenait à côté d'elle pour que les visiteurs puissent voir la différence dramatique. Un médecin de Charleston nommé Dr Porcher, qui visita en mai 1823, écrivit « Monsieur Crane a acquis un spécimen féminin des proportions les plus extraordinaires. Elle mesure au moins 2 mètres, avec des mains d'une telle dimension que j'y ai eu du mal à croire mes propres mesures. J avoue que la vue d'elle a produit en moi une sensation troublante. Lorsqu'elle n'était pas exhibée, Sarah travaillait dans les rizières sous des conditions qui auraient brisé la plupart des gens. Sa taille extraordinaire en faisait à la fois un atout et une cible. Elle pouvait porter des charges nécessitant 2 ou 3 travailleurs normaux. Mais lorsque Crane voulait faire un exemple, il choisissait souvent Sarah, sachant que punir quelqu'un de sa taille envoyait un message puissant. Les punitions étaient sauvages, poteaux de fouet, carcans, dispositifs de torture. Sarah connut tout cela, mais elle ne se brisa pas. Selon les témoignages d'autres esclaves, Sarah devint quelqu'un que la communauté craignait et sur qui elle comptait. Sa force était utilisée pour les tâches les plus difficiles, mais sa présence était aussi protectrice. Elle les interposait entre les fouets et les enfants, portait ceux qui s'effondraient, résistait silencieusement aux séparations de famille. Elle parlait rarement, mais sa voix portait une autorité qui contredisait son statut. Certains, elle appelait Grande Sarah ou le mur, car une fois qu'elle décidait de se tenir quelque part, rien ne pouvait la déplacer, sauf par la force. La première confrontation sérieuse survint à l'été 1824. Un gentleman de Charleston offrit à Crane 300 $ pour exhiber Sarah pendant 2 semaines. Crane accepta, mais lorsqu'il en informa Sarah, elle regarda directement Crane et dit calmement « Je n'irai pas !» C'était la première fois qu'elle refusait directement un ordre. Crane fut stupéfait. Il ordonna qu'on l'emmène au poteau de fouet. 4 hommes tentèrent de la forcer. Elle ne combattit pas, elle cessa simplement de bouger. Il fallut 8 hommes avec des cordes et des menaces pour qu'elle marche finalement vers le poteau. La punition fut sévère, 30 coups de fouet. Sarah ne fit aucun bruit pendant le passage à tabac. Quand ce fut terminé, elle retourna à sa cabane sans aide, son dos déchiqueté, mais sa posture droite. Elle n'alla jamais à Charleston. Crane, humilié, inventa une excuse, mais quelque chose avait changé. Les esclaves avaient vu qu'elle pouvait faire reculer le maître. Au printemps 1826, Sarah tomba enceinte. Le père était Marcus, un charpentier d'environ 30 ans, qui travaillait sur la plantation. Leur relation était née du respect mutuel. Dans un monde où tant leur était pris, ils trouvèrent haine en elle, en l'autre un partenariat. Ils s'asseyaient ensemble le soir, parlant calmement. Marcus racontait les endroits qu'il avait vus. Sarah écoutait. La grossesse fut difficile. Sarah continua à travailler pendant des mois. Crane parlait ouvertement de elle enfant, spéculant sur sa taille future et le prix qu'il pourrait rapporter. Ses commentaires remplirent Sarah d'une peur qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle avait enduré les coups. Elle, humiliation, la faim. Mais l'idée que son enfant soit traité comme elle l'avait été était insupportable.
La naissance survint fin janvier 1827. Une nuit 1827. Le travail fut long et difficile. Sarah, qui n'avait jamais crié, juste avant l'aube, le bébé naquit. Un garçon de 5 kilos. Sain et normal. Lorsque le bébé pleura, Sarah pleura pour la première fois que quiconque elle avait jamais vu. Marcus fut autorisé à entrer. Il se tint à côté de Sarah, regardant elle enfant. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là. Une compréhension tacite. Sarah nomma son fils Jacob. Pendant quelques semaines, malgré tout, il y eut quelque chose comme le bonheur. Sarah l'allaitait, lui chantait d'une voix qui sonnait comme un tonnerre lointain. Marcus sculptait de petits jouets. Ils essayaient de construire quelque chose ressemblant à une famille, mais en juillet 1827, les finances de Crâne se détérioraient. Le marché du riz était instable, et il avait fait des investissements désastreux. Il devait de l'argent à plusieurs créanciers. La solution était simple, vendre des esclaves. Par un après-midi d'août, un marchand nommé Nathaniel Gadsden arriva. Crâne et Gadsden marchèrent dans la plantation discutant des prix. Lorsqu'ils atteignirent Sarah travaillant avec Jacob sur son dos, Gadsden s'arrêta. Un jeune garçon caché près d'un tas de bois entendit leur conversation. « Combien pour l'enfant » demanda Gadsden. Les mains de Sarah cessèrent de bouger. Son corps se raidit. « Je n'avais pas envisagé de le vendre séparément, dit Crâne. J'y ai un acheteur à Savannah, une famille aisée. Il paie premium pour les enfants. Je pourrais vous donner $400 pour ce bébé aujourd'hui. » Il y eut un long silence. Sarah était retournée, son visage vide. 400. Aujourd'hui, en espèces, je l'emmène cet après-midi. Sarah fit un bruit bas dans sa gorge, mais ne parla pas. Crâne dit qu'il devait réfléchir. Mais tous savaient la vérité. Il avait besoin de $400 plus qu'il n'avait besoin d'un bébé. Cette nuit-là, Sarah et Marcus parlèrent en chuchotement urgent jusqu'à tard. Le lendemain matin, 13 août 1827, Marcus avait disparu. Et elle s'était enfuie pendant la nuit, emportant seulement ses vêtements. Mais cachée dans son manteau, se trouvait une carte que Marcus avait dessinée et une lettre suppliant quiconque à Charleston pourrait aider à empêcher la vente de Jacob. C'était un plan désespéré, presque certainement voué à l'échec, mais était leur seul plan. Crâne fut informé juste après l'aube. Sa réaction fut explosive. Il ordonna une équipe de recherche immédiate. La plantation fut dans le chaos toute la matinée. Ils trouvèrent Marcus après-midi, à 13 km, essayant de traverser un ruisseau. Les chiens, elles, l'avaient traqué. Ils le ramenèrent lié, saignant de morsures de chien, mais vivant. Crâne ordonna Marcus au poteau de fouet immédiatement. Il annonça qu'il administrerait personnellement la punition. Toute la communauté esclave fut forcée de regarder. Sarah fut obligée de se tenir à l'avant, tenant Jacob. La punition fut brutale. 50 coups de fouet. Le sang apparut après le 5e coup. Le sang apparut après le 5e coup. Après le 20e, Marcus pendait mollement. Sarah regarda tout, son visage comme de la pierre, ses bras autour de Jacob qui pleurait. Les témoins dirent que ses yeux ne quittèrent jamais le visage de Marcus. Quand ce fut terminé, Crâne annonça que quiconque aiderait un fugitif recevrait la même punition. Puis il renvoya tout le monde. Tout le monde sauf Sarah. Crâne s'approcha d'elle. « Demain matin, Monsieur Gadsden revient et prendra ton fils. Tu ne résisteras pas. Si tu causes des problèmes, je ferai battre Marcus à nouveau. Et cette fois, il ne survivra pas. »
As-tu compris? Sarah ne dit rien. Elle fixa Crâne avec des yeux sombres et illisibles. Après un long moment, il retourna à la maison principale. Cette nuit-là, la plantation fut inhabituellement silencieuse. Sarah assis tenant Jacob, le berçant pendant qu'il dormait. Marcus était allongé dans une autre cabane, son dos déchiqueté, et Crâne était dans sa bibliothèque, calculant comment $400 allégerait ses pressions financières. Le 14 août 1827 se leva chaud et oppressant. Sarah se leva avant l'aube. Elle allaita Jacob, le changea. Elle l'habilla avec ses meilleurs vêtements. Elle le tint près d'elle longtemps, lui chuchotant des mots que personne n'entendit. Puis elle le plaça dans son berceau et alla travailler. Toute la matinée, Sarah travailla avec une efficacité mécanique, ne parlant à personne, son visage inexpressif. Vers midi, Gadsden arriva. Crâne et lui finalisèrent la transaction dans la bibliothèque. $400 en espèces contre les papiers pour Jacob. À midi, on envoya chercher Sarah. Une servante lui dit qu'il était temps de remettre son fils. La réaction de Sarah fut inattendue. Elle hocha simplement la tête, posa sa houe, alla chercher Jacob et marcha calmement vers la maison principale. Les autres esclaves la regardèrent partir, beaucoup pleurant. Sarah entra dans la bibliothèque où Crâne et Gadsden attendaient. Elle se tint près de la porte, tenant Jacob. Crâne fit signe qu'elle s'approche. Elle fit 3 pas et s'arrêta. Après un silence, Crâne parla. Après un silence, Crâne parla. Sarah regarda Gadsden, puis Crane, dit une voix si calme qu'ils durent tendre l'oreille. Elle dit « Est-ce, il vous plaît ?» C'était la première fois que quiconque elle avait entendu supplier. Les bras de Sarah se resserrèrent. « Est-ce, s'il vous plaît, je travaillerai plus dur. Je ferai n'importe quoi. Ne prenez pas mon enfant. » Crâne se leva. « Tu t'y oublies. Tu ne supplies pas, tu obéis. Remets l'enfant. » Pendant un long moment, Sarah ne bougea pas. Puis elle regarda Jacob, embrassa son front, lui chuchota quelque chose. Et avec des mains tremblantes pour la première fois, elle le tendit vers Gadsden. Gadsden prit Jacob. Le bébé commença à pleurer. Le visage de Sarah s'effondra une seconde avant de redevenir vide. Ses mains vides restaient tendues. Crâne dit plus doucement « L'enfant sera bien soigné. Retourne à ton travail. » Sarah baissa ses mains lentement. Elle regarda Crâne avec une expression que la servante Ruth décrirait comme au-delà de la haine, quelque chose de froid et de définitif. Puis elle se retourna et sortit. Gadsden quitta l'après-midi avec Jacob enveloppé dans une couverture, pleurant pour sa mère. Sarah resta debout près de sa cabane, regardant le chariot disparaître. Elle resta là près d'1 heure après. L'après-midi passa dans une atmosphère tendue. Sarah retourna au travail, mais quelque chose avait changé. Son mouvement semblait différent, plus délibéré, presque rituel. Au coucher du soleil, elle cessa de travailler. Et alla voir Marcus dans sa cabane. Ils parlèrent à voix basse pendant 1 heure. Quand elle partit, Marcus dit clairement « Fais ce que tu dois faire ». Sarah retourna à sa cabane alors que l'obscurité tombait. Elle ne mangea pas. Elle s'assit fixant le berceau vide. Vers 21 heures, elle se leva, souffla la bougie et quitta la cabane. Plusieurs personnes la virent marcher vers la maison principale, sa silhouette imposante reconnaissable même dans l'obscurité. Un vieil homme l'appela, lui demandant où elle allait.
Sarah ne répondit pas. Elle continua simplement à marcher. À environ 21h30, Sarah Drummond entra dans la maison principale par la porte de la cuisine. La maison était calme. Crane était dans sa bibliothèque, travaillant sur ses comptes, sirotant du brandy. La servante Ruth était à l'étage. Le majordome Isaac était dans la cuisine séparée. Personne ne vit Sarah entrer. Ruth entendit d'abord la voix de Crane, élevée en colère. Puis une autre voix plus basse, Sarah. Ruth descendit les escaliers. Elle entendit Crane crier. « Comment oses-tu entrer? Sors ou je te ferai fouetter jusqu'à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. » La réponse de Sarah était trop calme, mais elle fit crier Crane à nouveau. « L'enfant est vendu. Tu n'as aucun droit ici. Tu ne possèdes rien. » Il y eut un bruit de meubles. Puis la voix de Crane, différente maintenant, effrayée, reste en arrière. « Je t'ai averti. » Ruth se déplaça jusqu'à voir dans la bibliothèque. Ce qu'elle vit resterait avec elle toute sa vie. Sarah se tenait au centre, sa tête touchant presque le plafond. Crane S était reculé contre son bureau, cherchant quelque chose. La lampe projetait des ombres sauvages, rendant Sarah presque inhumaine. « Je veux mon fils, » dit Sarah calmement. « Impossible, » dit Crane. « Il est vendu. Tu es ma propriété. Je veux mon fils. » La main de Crane trouva un pistolet dans le tiroir. Il le pointa vers Sarah avec une main tremblante. « Je te tirerai dessus si tu fais un pas de plus. » Sarah regarda le pistolet. Puis elle fit un pas en avant. « Arrête !» cria Crane. « Je vais le faire. » Sarah fit un autre pas. Elle était assez proche pour le toucher. Crane appuya sur la gâchette. Le coup de feu fut assourdissant. Ruth cria, mais quand la fumée se dissipa, Sarah était toujours debout. La balle l'avait frappée à l'épaule, déchirant le muscle. Elle n'était pas tombée. À peine bougé, le sang se répandait sur sa robe, mais son visage ne montrait aucune douleur. Crane la fixa avec horreur. Il essaya d'armer à nouveau, mais ses mains tremblaient trop. Sarah tendit la main et prit le pistolet aussi facilement qu'on prend un jouet à un enfant. Elle le lança à travers la pièce. « Où est mon fils ?» demanda Sarah. « Je ne sais pas, » dit Crane, acculé. « Gadden l'a emmené. Je ne sais pas où. » Sarah resta là, regardant Crane. Le sang coulait de son épaule. Quand elle parla, sa voix était à peine audible. « Tu m'as à tout prix. Mon corps, mon travail, ma dignité, mon enfant. Que te reste-t-il à prendre ?»« Eh, s'il te plaît, » chuchota Crane. « Je peux le récupérer. Je peux le trouver. » Mais Sarah n'écoutait plus. Elle tendit la main avec les deux mains et prit Crane par la tête. Ses énormes mains, enroulant autour de son crâne. Crane essaya de crier, mais le son fut coupé instantanément. Ruth se retourna et courut, criant à l'aide. Derrière elle, elle entendit un son comme une citrouille écrasée, suivi d'un bruit sourd. Quand le contremaître et deux hommes arrivèrent 3 minutes plus tard, la bibliothèque était silencieuse. Josiah Crane gisait sur le sol, sur le dos, ses yeux ouverts fixant le néant. Sa tête était écrasée avec une force telle que le sang et la matière cérébrale avaient éclaboussé le bureau. Il avait été tué par compression, par des mains extraordinaires serrant son crâne jusqu'à ce qu'il s'effondre. Sarah était partie. La fenêtre derrière le bureau était ouverte. Une traînée de sang menait du corps à la fenêtre et dehors dans l'obscurité. Les marécages autour de Marsh Bend étaient vastes et traîtres. Sarah venait de tuer un propriétaire blanc devant un témoin. Elle n'avait plus rien à perdre.
La recherche commença dans l'heure. Des hommes avec des torches et des chiens se répandirent. Ils trouvèrent la traînée de sang menant vers les rizières, puis la lisière des arbres. Mais au bord du marécage, la traînée disparut. Le sol était trop humide, trop emmêlé. Dans l'obscurité, impossible de suivre quoi que ce soit. Ils cherchèrent toute la nuit. Rien, aucun corps, aucun vêtement, aucun signe. Juste cette traînée de sang qui se terminait au bord du marécage. Alors que l'aube se levait le 15 août, les chercheurs retournèrent épuisés et les mains vides. Et ainsi commença la légende de Sarah Drummond. Une légende qui résonne à travers les générations. Était-elle morte de sa blessure dans ce marécage? Ou a-t-elle survécu, trouvant la liberté, cherchant pour toujours le fils qu'on lui avait arraché? Et l'histoire ne donne pas de réponse facile, mais elle nous donne ceci. Le souvenir une femme qui a refusé de se briser, qui a combattu l'impossible, et qui a prouvé que même dans les circonstances les plus désespérées, l'esprit humain peut se lever. Sarah Drummond était réelle. Ce qu'elle a fait était réel. Et quelque part, ses os reposent encore, témoignage silencieux une vengeance qui a choqué Charleston et une mère qui a tout perdu. Si cette histoire vous a touché, laissez votre commentaire. Abonnez-vous et partagez pour que ces histoires oubliées ne soient jamais perdues.